j'attends. Alors voilà, normalement là c'est bon. Ça a l'air bon. En tout cas, moi, Ok, je vois un ouais, bouton. je pense que c'est bon. Je sais pas par contre si ça va gérer que moi je suis un tout petit. Bon, au pire, c'est pas très grave. Je referai ça au pire. Je vais essayer de faire. Hop, je mets juste ça en place. Peut-être sur la mise en page, parce que moi, c'est Ouais, pareil. Je te vois en gros et moi en petit. Je pense que là, tu es c'est ça. dans un Alors, mode. recadrer peut-être. Recadrer. Ah voilà, je vais peut-être pouvoir me grossir un petit peu. Bon, après, je referai un montage, c'est pas un souci, ça, de toute manière. Je vais me mettre comme ça pour l'enregistrement. Et ça va le faire. Hop, et au pire, je peux même refaire un petit truc avec mon téléphone, histoire que ça filme en double et qu'on soit sûr. Voilà. Je sais pas si ça va filmer longtemps, mais hop. Allez, c'est parti. C'est bon pour toi. Ah oui, Donc, c'est bon. c'est bon? Alors, du coup, la première question que je voulais te poser, c'est en fait, et la question que me posent beaucoup mes étudiants, c'est est-ce que l'IA, du coup, est en train de vraiment modifier le fonctionnement de leur cerveau ou est-ce que c'est juste notre façon d'apprendre finalement qui doit évoluer? Est-ce que, moi j'aime bien parler de reprogrammation du cerveau, je ne sais pas si c'est tout à fait juste hein, ces termes-là, mais est-ce que en fait notre cerveau est en train de s'adapter à notre environnement? Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est vrai que notre cerveau s'adapte à notre environnement, hein. Il est fait pour ça. On a une neuroplasticité. Alors, c'est peut-être ce que tu appelles programmation, c'est-à-dire qu'on a la capacité de faire, de défaire des connexions neuronales, de réorganiser des réseaux de neurones. Et c'est ce qui nous permet d'apprendre, hein, justement, et puis de nous adapter tout au long de la vie. Donc, on a cette capacité-là. Donc, forcément, l'entrée dans l'environnement de l'IA va nous impacter, ça c'est sûr. Après, à quel niveau, comment exactement, aujourd'hui, c'est quand même difficile de le dire, parce que notamment pour les IA génératives, on a très peu de recul, surtout avec un usage en masse et quotidien. Donc, si tu veux, la recherche aujourd'hui n'a pas pu tirer des conclusions. Il y a des signaux d'alarme quand même. Je pense qu'il faut différencier les cerveaux en développement. Ouais. Quand même qui... Ah, attends, je crois que ça coupe. Je peux avoir. Ah oui, ça se reconnecte. Attends, ouais. Je sais pas si c'est moi. Je vais changer de. Je vais changer de connexion. J'étais. Est-ce que tu m'entends là? J'ai changé de connexion. Oui, Peut-être que. c'est bon. Alors, excuse-moi du coup. Moi, j'ai perdu le fil quand tu as dit il y avait du coup deux types de cerveaux, ceux en développement et les autres. Oui, enfin, deux types, c'est toujours le même cerveau, mais je pense que Oui. l'impact ne sera pas le même. Et c'est vrai que les signaux d'alerte ont été beaucoup tirés au niveau du cerveau en développement. L'année dernière, il y a une équipe du MIT aux États-Unis qui a publié ses résultats avant même que la publication ait été validée. Normalement, il y a tout un processus de validation par les pairs, etc. Parce que l'auteur s'est dit inquiète et elle avait peur, elle disait, qu'on crée des maternelles GPT. Et pour elle, ça, c'était vraiment grave. Donc ça, là, l'impact, il est sûr parce que le cerveau, pour se développer, il a besoin de quoi? Il a besoin d'explorer, de se poser des questions, d'être en contact avec d'autres êtres humains. C'est comme ça qu'il va se développer. Il va apprendre par imitation des autres et non pas des machines. Ou alors sinon, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on devient si on imite des machines? Donc là, je pense que oui, il faut vraiment un peu faire attention. Donc là, l'idée, c'est de ne pas, de toute façon, mettre des jeunes enfants devant des IA et à utiliser des IA génératives. Euh, Après, les cerveaux des ados, eux, ils sont en pleine transformation. Donc c'est vrai qu'il faut aussi. Là, je pense que le risque, il est peut-être plus dans le côté des IA, mais
je sais pas, on peut les appeler des IA algorithmiques qui sont derrière les réseaux sociaux, qui sont dans les vidéos courtes, qui sont dans le fait qu'on va scroller indéfiniment. Et là, effectivement, il y a des risques d'addiction, de retrait social, de baisse de motivation. Donc ça, forcément, ça va influencer sur l'apprentissage, puis ça va aussi mais ça a commencé depuis longtemps à plomber notre capacité d'attention. Mais ça avait déjà commencé avec les premiers outils numériques. Hein. Notre capacité d'attention ne fait que diminuer, et surtout la capacité d'attention soutenue. Donc le fait de pouvoir se concentrer pendant un temps quand même assez long et de manière productive. Et on sait que ça, c'est quand même un paramètre de l'apprentissage qui est primordial. Donc tout ça inquiète effectivement un peu parce que si on prend l'IA générative, c'est vrai que le fait qu'elle donne une réponse tout de suite, on perd cette capacité à attendre et à pouvoir rester concentré. C'est-à-dire qu'on tape, hop, on a la réponse, on pense à autre chose. Et je pense que là, on fait que augmenter ce problème-là. Après, par rapport aux apprentissages, je pense qu'il faut différencier la capacité à apprendre. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir se dire, je suis toujours capable de le faire sans l'IA. Et bien sûr, des fois, l'IA est plus rapide que nous. Ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, des fois, c'est bien de l'utiliser, mais de garder cette notion de se dire, je suis capable de le faire sans. Donc, que ça soit vraiment un assistant et non pas un remplaçant, que je sache que mon cerveau fonctionne. Parce que derrière ça, il y a aussi, il y a des études qui l'ont montré, une perte de confiance en soi. C'est-à-dire de penser que l'IA est meilleure. Et du coup, de ne plus oser penser que si on le fait soi-même, ça va être moins bon. Et ça, c'est dangereux, je pense, pour l'apprentissage. Pour le coup, de perdre confiance dans son cerveau, ça peut être problématique. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder quand même l'idée de se dire, ce que je ferais tout seul, alors certes, ça serait moins rapide, ça c'est sûr, mais ça serait pas moins bon. Ça serait différent, mais de toute façon, tous les cerveaux vont produire des choses différentes. Donc ça, c'est pas le problème. Mais c'est important quand même de ne pas garder cette confiance dans le cerveau humain. Après, le rapport, c'est plutôt le rapport à l'apprentissage, parce que c'est vrai que les IA, les outils numériques même en général, ça change notre rapport à la connaissance, parce que la connaissance est disponible tout de suite. Donc ça, c'est à la fois c'est super, et à la fois, on ne cherche plus à, par exemple sur la mémorisation, ça a un effet assez important, parce que je n'essaye plus de chercher l'information dans mon cerveau. Je me dis, de toute façon, je sais que je peux la trouver. Donc finalement, maintenant, on sait où on peut trouver l'info, mais on ne connaît plus l'information. Donc au niveau des capacités, donc ça joue sur les capacités en fait d'apprentissage. Et puis, le rapport qu'on peut avoir à ce que ça veut dire apprendre. Apprendre, ça veut dire faire fonctionner son cerveau. Hein. Pour apprendre, et ça, on sait depuis longtemps que, c'est pas juste donner des informations, faire apprendre. Hein. C'est faire réfléchir, faire se poser des questions, faire finalement analyser l'information pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir la mémoriser, pour pouvoir l'utiliser. Et ça, effectivement, selon comment on utilise l'IA, on peut un peu chanter ces mécanismes-là. Et du coup, il n'y a pas d'apprentissage. Finalement, on a un accès à une information, mais ça ne veut pas dire apprendre. Donc, c'est là où il faut savoir où on est, comment on l'utilise. Les élèves, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, ils m'ont posé, là, dans les questions qu'ils avaient envie de te poser, c'était est-ce que du coup, ça va nous rendre fainéants? Est-ce que vraiment, on va... parce qu'ils sont habitués, effectivement, à avoir... j'ai bien aimé ce que tu as dit sur l'instantanéité, en fait, à avoir toutes les réponses qui arrivent comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça une question sur l'IA ou déjà était un petit peu répondu, je pense, avec les réseaux sociaux, on avait déjà cette approche qui commençait à arriver, en fait, de se dire, est-ce que le fait d'avoir toujours ces réponses disponibles, ça vient diminuer nos capacités, en fait, ou notre intérêt à se mettre en mouvement pour apprendre. Oui, ça c'est sûr. Et puis ça, c'est un gros principe. Alors, devenir fainéant, alors je dirais oui et non, parce que notre cerveau est fainéant. Dans le sens où notre cerveau utilise énormément d'énergie.
Donc finalement, il fonctionne quand il y a du sens, quand il y a un intérêt à le faire. Donc c'est sûr que si on vient lui amener, c'est pour ça que tous ces outils sont très addictifs, parce qu'on vient lui amener quelque chose où effectivement il peut faire peu d'efforts, consommer peu d'énergie. Donc forcément, on est très attiré par ce type d'outil. Mais le principe du cerveau, c'est que le seul moyen d'entretenir son cerveau, c'est de l'utiliser. Donc si on ne l'utilise plus, eh bien là, on risque de perdre effectivement. Et ça, on le sait. Par exemple, on a tous appris au collège une langue étrangère. Si on la pratique plus, ça s'efface. Petit à petit, on ne sait plus parler cette langue-là. Alors, on peut la réactiver, mais ça peut demander plus ou moins d'efforts. Donc, on voit bien effectivement qu'on peut perdre des choses. Ça, c'est sûr. Et puis, on peut perdre aussi, comme on a une attitude très passive, on perd ce côté esprit critique de dire qu'est-ce qui passe finalement comme info, qu'est-ce que je vois. Ça fait déjà un moment par rapport aux réseaux sociaux et au fait de scroller, donc de voir énormément d'infos. Il y a trop d'informations pour notre cerveau, hein. Donc il ne peut pas les traiter de toute façon. Et une étude avait montré que finalement, on choisissait ce qu'on allait regarder en fonction de la couleur. Bon, alors voilà, la couleur et le contenu. Ok. J'avais eu aussi dire une question, ça me fait penser. Est-ce que toi, par exemple, tu as peur pour ton métier aussi de dire qu'un jour, les neuroscientifiques pourraient être remplacés par une machine ou en tout cas, ou alors est-ce que c'est plutôt une aide pour vous dans ton métier? Ça, c'est des élèves aussi qui m'ont posé la question. Alors, par rapport aux neurosciences, je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, l'IA a été faite, enfin a été conçue sur le modèle du cerveau. C'est-à-dire que l'unité de base de l'IA, ça a été construit comme un neurone. C'est-à-dire, c'est une unité qui est capable de recevoir beaucoup d'informations, de l'analyser et de générer une autre information. Donc, l'IA a été construit en fait sur notre modèle, c'est pour ça qu'on l'appelle intelligence artificielle quelque part. Et puis voilà, on a essayé aussi de voir quel lien il pouvait y avoir entre les processeurs. Donc ça, déjà, c'est une chose, c'est qu'il y a forcément un lien entre l'IA et les neurosciences. Aujourd'hui, moi, je me pose quand même la question, on arrive quand même à un niveau de complexité du cerveau qui est énorme. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a des chercheurs qui se disent peut-être qu'on est un peu en limite de nos capacités à comprendre ce modèle qui est super complexe. Alors, moi, je me dis là, est-ce que c'est pas l'IA qui nous aidera à avancer dans la connaissance? Finalement, il y a peut-être un va-et-vient entre on a conçu l'IA sur le modèle du cerveau et peut-être qu'elle va nous aider à mieux comprendre. Moi, pour l'instant, j'en suis là parce que en même temps, ça permet, si on regarde au niveau des neurosciences cliniques, hein, on a quand même des interfaces cerveau-machine ou avec des IA dedans, ou qui permettent, il y a pas longtemps, à des personnes qui étaient handicapées de remarcher, par exemple. Et ça, moi, je trouve ça assez incroyable. Voilà, donc moi, je suis plutôt Parce que nous, voilà. Parce que nous, du coup, dans notre métier, hein, dans la formation, en tant que prof, c'est sûr qu'on sent aussi tout le bouleversement social qu'il y a derrière, en fait, et qui remet en question notre métier. Et alors, moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que, du coup, on peut retrouver notre cœur de métier et faire les choses différemment, ne plus attendre forcément d'atteindre juste une réponse, d'avoir une réponse qui soit donnée comme ça, mais d'être plus justement dans tout le côté humain, finalement, et d'aider nos élèves différencier, etc. Donc, c'est sûr que notre métier, il risque d'être menacé parce qu'on peut apprendre autrement, hein, et on a des outils maintenant pour le faire. Mais bon, on essaie de voir le côté positif et du coup, c'était intéressant de voir aussi dans la science ce que ça pouvait faire. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être des idées ou des pistes pour nous, professeurs, pour qu'on puisse aider nos élèves à ne pas être dans l'addiction, à ne pas être toujours dans la passivité et à entretenir en fait leur cerveau avec l'IA ou en tout cas à entretenir ça pour qu'ils puissent ne pas subir finalement une diminution cognitive, etc.
Alors effectivement, on peut être inquiet sur les métiers, notamment d'enseignants. Enfin, moi, je suis formatrice aussi, mais je crois que ce que ça vient questionner, c'est la posture. Parce que justement, il faut passer de la posture du sachant qui n'existe plus, parce que de toute manière, l'info, elle est là, elle est disponible à tout le monde. Et puis aujourd'hui, c'est impossible de tout savoir sur tout. Enfin, les connaissances sont tellement vastes. Par contre, je pense que on garde quand même d'amener comment faire le lien entre l'information et parce que on revient vraiment, comme tu dis, au cœur de métier. Alors, sur la relation, oui, parce que ça, je pense qu'on n'est pas prêt à ce qu'une machine remplace l'aspect relationnel. Enfin, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais je crois pas pour l'instant. Même s'il y Et a beaucoup puis, il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui qui sont très personnels et un peu sur le côté psy. Il y a beaucoup d'IA qui prennent ce rôle un petit peu de psy ou de confident. Donc ça, il y a quand même ce risque-là aussi. ouais, Mais enfin, avec des dangers aussi sur la santé mentale. Hein, donc, bon. c'est ça, c'est ça. Là, il y a un engouement. Je pense aussi que, voilà, on est au début, donc il y a un engouement. Et je pense qu'après, c'est comme tout. Au début, voilà, tout le monde trouve ça génial. Et après, finalement, ça va se réguler parce que il y a quand même des risques sur la santé mentale et ça commence à être montré. Donc, voilà, je sais pas trop. Après, moi, je peux pas le dire. Mais par rapport à l'apprentissage, il y a vraiment cette capacité de pouvoir amener les élèves à rester actifs, parce que ça, c'est un énorme pilier d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas de manière passive. Donc voilà, est-ce que la machine peut détecter si on est passif ou pas? Donc là, il me semble que l'aspect humain va venir vraiment jouer. Alors moi, j'ai vu que l'Éducation nationale recommandait, par exemple, de signer une charte en début d'année entre les enseignants et les élèves pour dire comment on utilise l'IA, que il y a des fois des devoirs qui seront sans IA, des fois oui, et que ça soit un peu transparent. Et ça, je trouve ça bien parce que ça responsabilise et ça amène justement à réfléchir à ce que je fais. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal en fait d'avoir voilà un accord en fait sur ce qu'on fait, comment on le fait. C'est un peu comme la calculatrice. Il y a des fois, on a le droit de l'utiliser, puis des fois, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que sinon, on ne sait plus compter de tête si on utilise toujours la calculatrice. On est un peu dans le même cas de figure, en fait, hein, avec un outil un peu plus puissant quand même, mais c'est la même chose. Donc, je pense que, parce que là, il y a aussi, et je trouve que ça, c'est pas assez peut-être développé, en tout cas pas dans ce que je vois autour de moi, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est de pouvoir être honnête. Par exemple, quand je vais dire une phrase de quelqu'un, je vais le citer, je vais donner son nom. Je vais dire comme a dit Einstein ou je sais pas qui, des guillemets, je mets la phrase. Et là, je trouve dommage qu'on n'arrive pas à ça avec l'IA en disant, là, oui, ça, je l'ai fait avec l'IA, ça, je l'ai pas fait avec l'IA. Voilà. Moi, j'aime bien maintenant quand j'écris ou quand je fais des supports, à la fin, je mets que ça a été créé par un cerveau humain et c'est le mien en l'occurrence. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, je vais le préciser aussi. Si une image est générée par IA, je trouve que c'est important de le dire. Pour voilà être vraiment honnête et se dire qu'est-ce que je suis capable de faire moi, qu'est-ce que je suis capable de faire l'IA pour aussi pas avoir de confusion dans mes capacités et les capacités de l'IA. Et que, voilà, remettre chacun à sa place quelque part. Donc ça, je trouve ça important. Donc je sais pas si ça se fait beaucoup ou pas. Je sais que c'est recommandé, mais après, est-ce que ça se fait? Je sais pas toi si tu le fais avec tes élèves. Alors c'est vrai que là, c'est en discussion, on va sûrement le faire pour l'année prochaine, d'avoir cette charte alors moi, je l'ai fait oralement, je l'ai pas forcément écrite, mais voilà, ils savent quand ils ont le droit et moi quand je l'utilise ou pas. C'est vrai que c'est important de montrer l'exemple aussi, hein, tu le disais tout à l'heure, aussi en montrant l'exemple, donc c'est bien d'avoir ce rapport-là, effectivement. OK. Est-ce que du coup, tu as des petites choses qu'on peut mettre en place également en classe? Peut-être, je sais pas, moi, on parle beaucoup, et ce que je vois sur les réseaux, et j'en parle avec mes élèves aussi, d'avoir toujours des apprentissages qui soient liés peut-être au sens, aux 5 sens, d'avoir plusieurs axes en fait pour intégrer les connaissances. Est-ce que ça peut être une piste aussi pour nous, enseignants,
intégrer l'IA à certains moments, mais garder un apprentissage qui soit avec le corps, en fait, finalement, et pas que en attendant et en étant passif. Ah ben oui, de toute façon, ça fait partie des principes d'apprentissage avec les neurosciences. Hein. Il faut, ça s'appelle l'engagement actif, c'est-à-dire qu'il faut que le cerveau soit acteur, il faut qu'il agisse. Par exemple, on n'apprend pas pendant qu'on dort, on peut pas mettre une cassette sous l'oreiller comme il a été promu à un moment, parce qu'il faut que le cerveau soit actif, il faut qu'on soit en train de se questionner, de réfléchir, d'analyser pour pouvoir avoir de l'apprentissage. Il faut aussi l'aspect émotionnel. Donc, je pense que là, actuellement, si on fait un prompt sur une IA générative, bon, l'aspect émotionnel, il n'est pas très présent, il me semble. Donc ça va jouer. Après, effectivement, l'apprentissage est multimodal. Donc, plus ça rentre par des canaux différents, mieux ça va s'imprimer et mieux chacun va pouvoir aussi, parce que on a des préférences d'apprentissage. Donc, il y en a qui vont préférer apprendre d'une manière, d'autres d'une autre. Donc, plus on va multiplier les canaux, plus on augmente l'efficacité des apprentissages. Et le mouvement est une partie importante qui, même aujourd'hui, même sans l'IA, est peu présente dans les apprentissages, malheureusement. Parce que oui, pour plusieurs raisons. C'est déjà que en bougeant, on va oxygéner son cerveau, on va lui apporter des nutriments, donc il fonctionne mieux. Et puis, il y a aussi un lien corps et cerveau qui est indéniable. Et notamment, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cervelet, qui coordonne à la fois les mouvements et à la fois nos pensées. Donc finalement, mettre le corps en mouvement facilite le mouvement de la pensée du cerveau. Donc ça joue aussi. Et ça, c'est aussi tous les aspects des espaces d'apprentissage. C'est-à-dire que on va modeler l'espace en fonction du type d'apprentissage. Voilà, si on veut on veut faciliter l'interaction entre les élèves, on va organiser la classe, par exemple en îlot. Si on veut faire une partie transmissive d'informations, là, on va revenir peut-être avec les élèves face aux professeurs parce que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que là, tout le monde voit bien, etc. Donc, tout ça, il faut en tenir compte, mais ça fait longtemps que les neurosciences le disent. Même Mais si c'est pas. peut-être que justement, c'est le moment, et grâce à cet outil en plus, de un peu révolutionner tout ça et de prendre vraiment conscience de tout ça. Est-ce que, moi j'ai une question là qui me vient sur le fait qu'on ait des programmes, qu'on soit toujours tenu par des programmes, et finalement un programme, c'est aussi obtenir un résultat, que l'élève il soit capable d'acquérir telle et telle notion, plutôt que finalement d'acquérir des savoir-faire, peut-être des savoir-être. Est-ce que d'avoir ces programmes-là qui sont très figés sur des connaissances, ça vient pas aussi, le fait d'avoir l'IA et d'avoir l'accès aux connaissances, est-ce que ça vient pas rebouleverser les choses? Est-ce qu'il faut pas être dans apprendre à apprendre, être dans des bonnes conditions pour apprendre, justement pour avoir l'esprit critique, être plutôt là-dedans, plutôt que sur vraiment des savoirs au final? Ah oui, je pense qu'effectivement, la capacité à apprendre, parce que finalement, on va les amener à être autonomes et à pouvoir justement mettre l'IA à sa place d'outil, si on leur donne confiance dans leur cerveau, s'ils sont convaincus qu'ils peuvent apprendre, s'ils savent comment on apprend. Et surtout, je pense qu'il y a une notion qu'il faut remettre, c'est le plaisir d'utiliser son cerveau. Parce que ça, il y a des études qui l'ont montré. En fait, si on utilise tout le temps l'IA, en fait, on perd la partie exigeante du cerveau, de réfléchir. Effectivement, c'est dur, des fois, on n'arrive pas, ça prend du temps, mais finalement, c'est la partie la plus satisfaisante. Parce qu'une fois qu'on a un peu marné sur quelque chose, quand on y arrive, la satisfaction, elle est super. Et du coup, là, on se dit, waouh, j'y suis arrivé. Puis j'y suis arrivé moi, enfin, avec mon cerveau, etc. Donc, c'est effectivement ça qu'il faut remettre. Mais ça, c'est pareil, ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux. Mais comme tu dis, c'est peut-être le moment de se dire, là, vu qu'on bouscule un peu les codes, autant revenir à ça. Et puis que l'apprentissage, c'est joyeux d'apprendre. Notre cerveau est une machine à apprendre. Lui, il adore ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas le couper de cette capacité-là, sachant que l'information, effectivement, on la trouve. Mais bon, encore faut-il savoir la chercher et l'exploiter. La chercher et l'exploiter et la critiquer.
L'IA, aujourd'hui, alors elle va évoluer forcément, puisqu'elle apprend aussi, mais elle fait des erreurs. Donc, c'est très dangereux aujourd'hui d'aller questionner l'IA sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. Là, c'est risqué quand même. Hein. Donc ça, dans l'apprentissage, je pense qu'on peut s'en servir finalement. L'idée, c'est pas de revenir avec des infos, c'est peut-être de dire, voilà, on génère avec l'IA, et comment on critique. Et finalement, l'exercice, il est là. Comment je critique, qu'est-ce que je retiens, et même au niveau de la rédaction des prompts. Parce que la réponse de l'IA, elle va être d'autant meilleure que je vais poser les bonnes questions. Et pour poser une bonne question, eh bien, il faut réfléchir. Et il faut connaître le sujet et il faut savoir ce que je veux. Donc, je pense que ça aussi, ça peut travailler des compétences à apprendre en s'appuyant sur l'IA. L'interaction entre le cerveau et l'intelligence artificielle qui crée les meilleurs résultats, en fait, qui peut nous permettre d'aller plus loin. Alors, les meilleurs, je ne sais pas. Moi, je veux encore croire que mon cerveau est la machine la plus sophistiquée qui existe. Oui. Mais c'est plus optimiste. Et en tout cas, le combo des deux peut normalement réussir à nous faire des choses positives. Oui, en tout cas, on peut s'appuyer sur l'IA pour développer des compétences d'apprentissage et développer le cerveau et le faire fonctionner et l'entretenir. C'est sûr que si on ne l'entretient pas, on va perdre des choses. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le vieillissement. Si on commence à arrêter d'utiliser son cerveau, eh ben, il dégénère beaucoup plus vite, même dans les pathologies comme Alzheimer. On sait aujourd'hui que si on continue à stimuler, on gagne du temps. Donc, on voit bien quand même qu'utiliser son cerveau, c'est une bonne chose. Sinon, on va perdre effectivement des capacités. Et je ne sais pas s'il y a eu des études ou des choses là-dessus, mais par exemple, utiliser une IA alors avec ce qu'on appelle un peu un prompt socratique, et le fait qu'il essaye de nous entraîner à arriver à la meilleure réponse sans nous donner la réponse, est-ce que ça peut être un moyen aussi, nous, de l'intégrer en classe, qui peut être intéressant et qui fasse quand même marcher le cerveau et qu'on soit dans une attitude plus active et plus personnalisée peut-être? Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, peut-être, pourquoi pas. Après, voilà, moi je pense que, ma conviction, c'est qu'il faut pas utiliser. En fait, il faut faire plusieurs manières, mais c'est ce qu'il faut déjà faire en pédagogie, de le faire de plusieurs manières. Donc, l'IA est une manière, effectivement, et c'est vrai que si elle vient nous stimuler, c'est d'autant mieux. Effectivement, si elle nous amène à améliorer ce qu'on fait, c'est une manière de pouvoir réfléchir. Mais voilà, pour moi, il faut pas s'appuyer que sur l'IA et surtout dans l'apprentissage, c'est de tenir compte aussi de la maturité des élèves et de la maturité de leur cerveau pour ne pas introduire l'IA trop tôt. Au début, il faut faire une éducation. Je trouve que ça, c'est ce qui manque vraiment, c'est qu'on a ouvert cet outil ultra puissant sans éduquer les gens. Et aujourd'hui, on voit aussi, et moi je le vois souvent, et même dans les questions qui me sont posées, finalement, déjà, il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire IA générative, qui l'utilisent par exemple comme un moteur de recherche. C'est pas fait pour ça. C'est pas du tout. Donc, il y a quand même une part d'éducation de dire pourquoi je l'utilise, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle est la plus-value. Et bon, souvent, la plus-value, ça va être en termes de temps. Mais peut-être que des fois, je suis pressée, ok, c'est bien, mais des fois, non. Par exemple, l'autre jour, mon mari me dit oui, mes collègues me suggèrent de faire traduire mes rapports par l'IA. J'ai dit ok, très bien. J'ai dit si tu veux perdre ton niveau d'anglais, tu le fais. Sinon, tu le fais pas. Bon, sauf si un jour, voilà, il y a une deadline hyper serrée, ben là, ça peut être bien. Moi, ça m'arrive de l'utiliser aussi parce que je suis un peu pressée. Voilà, mais ça peut être aussi de l'utiliser à l'envers, de dire d'abord je produis quelque chose, ensuite je demande à l'IA et je compare. Et je me dis, tiens, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. Et du coup, je fais une synthèse, donc je retravaille. En fait, il faut combiner de toute façon plusieurs modalités. L'apprentissage est forcément multimodal. Et maintenant, la modalité qui s'ajoute, c'est l'IA. Donc, on l'introduit comme on a introduit les PowerPoint, etc. Avant, il n'y en avait pas. Enfin, voilà, au fur et à mesure, on introduit des modalités.
Mais là, le fait, par exemple, qu'il y ait des investissements qui soient énormes, hein, 650 milliards d'euros là aux États-Unis dans les prochaines années pour intégrer l'IA un peu partout, le fait que ce soit partout, en fait, que ce soit omniprésent, est-ce que ça va pas creuser quand même l'écart entre les gens, ceux qui ont appris avant un peu à réfléchir et à pouvoir avoir cet esprit critique, et ceux qui se font un peu attraper dans la vague de la facilité. Et voilà, est-ce que ça va pas... le fait que ce soit vraiment partout, en fait. Aujourd'hui, on a encore le choix de l'utiliser ou non. Je suis pas sûre que dans quelques années, on ait encore le choix. Est-ce que ça a une des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur notre cerveau, notre façon de vivre? Alors, c'est le risque, effectivement. C'est pour ça que, pour moi, ça ne doit pas se faire sans éducation. De se dire à quoi ça sert, pourquoi je l'utilise, quand est-ce que je l'utilise. Alors, elle est déjà un peu partout l'IA. Hein, parce que souvent on dit IA, mais finalement il y a l'IA qui est dans toutes les machines, dans tous les smartphones, partout, mais qui est aussi dans des appareils médicaux. Et là, c'est plutôt bien. Et puis il y a l'IA générative. C'est vraiment pas le même rapport. Pour moi, il faut vraiment distinguer les deux. Et je crois que le plus grand risque, c'est l'IA générative aujourd'hui, puisque c'est elle, voilà, on peut lui rentrer des choses et elle nous ressort quelque chose clé en main en 30 secondes. Enfin, c'est vrai que c'est quand même bluffant, hein, la rapidité. Et en même temps, il y a des auteurs qui ont montré que l'IA apprend moins facilement qu'un cerveau humain. Ouais. Eux, ils ont fait une expérience avec par exemple, pour reconnaître un chien à partir d'une photo. Oui. Ben, en fait, nous, en un ou deux exemples, on va vite savoir ce qu'est un chien. Et l'IA, en fait, il faut lui mettre des milliers d'images de chiens pour qu'elle ne se trompe plus. Donc, quelque part, elle apprend moins vite, elle donne des résultats plus vite parce qu'elle analyse plus vite. Mais au niveau de la capacité d'apprentissage, elle apprend moins vite. Donc, c'est sûr que si on la met partout, tout le temps, et qu'on s'en remet que à elle, oui, il y a un risque que notre cerveau dégringole. C'est forcément un risque de chute ou est-ce que ça peut être justement encore de s'adapter et de réussir à aller plus loin? Je ne sais pas, est-ce que notre cerveau a des limites comme ça ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse le pousser plus loin? Je ne sais pas, hein, je n'ai pas d'idée sur ce que ça pourrait être, mais... La question, c'est que si on devient passif, là, on ne l'utilise plus, notre cerveau. Hein. Donc, il y a peu de chances qu'on développe quelque chose si on ne le met pas en route. Quand même. Oui, non, mais c'est clair. Ok. Bon, bah, super, merci beaucoup. Je pense que j'ai Mais fait bon, à peu près après, on ne sait pas. Hein. Ben oui, on ne sait Okay. pas. On a évolué, donc est-ce qu'on va aussi évoluer en fait dans cet environnement-là? C'est au fur et à mesure que ça va se faire. Mais c'est vrai que là, il y a, je trouve, pour une fois, cette idée de chute qui est quand même, ce danger qui est quand même très présent. Hein. On le sent bien. Et c'est marrant parce que mes étudiants, moi, ils ont vraiment conscience de ça. Tu vois, les questions qu'ils posaient, c'était vraiment est-ce qu'on va devenir feignant? Est-ce que du coup, on va plus savoir apprendre? Est-ce qu'on va régresser? Qu'est-ce qu'on va devenir? En fait, vraiment, ils ont ces questions-là qui sont fortes, hein, qui sont vraiment importantes. Et ils s'en rendent compte parce que eux-mêmes ne font plus forcément déjà l'effort, parfois, de chercher les réponses. Ils disent, mais c'est bon, ça, ChatGPT sait le faire à ma place, donc pourquoi aller plus loin? Et même par rapport à l'instantanéité, ce que tu disais tout à l'heure, ça je l'ai lu et je l'ai vu plusieurs fois aussi, le fait d'avoir les réponses en instantané, dès qu'il y a un petit peu un challenge de temps, ils savent qu'ils auront la réponse mais plus tard, ben en fait ils abandonnent plutôt que d'aller chercher et d'essayer de trouver. Ça c'est quand même quelque chose que je vois déjà moi en cours. Hein. Quand ils sentent que ça va être trop long, trop compliqué, allez c'est pas grave, j'abandonne, je ferai autre chose. Ça, c'est quand même assez... Et oui, là, je pense que c'est beaucoup cette capacité d'attention. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont plus capables d'attendre, de faire un effort jusqu'à avoir le résultat qui arrive pas tout de suite. Et ça, effectivement, mais moi, ça me rassure ce que tu dis, qu'ils se posent des questions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les réponses. Mais se poser les questions, c'est intéressant. Et de savoir ce que je veux mettre où, comment. Et vraiment, moi, je reviens à cette notion de plaisir. Je pense que si on a plaisir à utiliser son cerveau,
bah, ça va se faire tout seul. On va arriver à le positionner. Mais c'est comme aujourd'hui dans l'utilisation du smartphone. Voilà, il y en a qui savent très bien le couper quand ils travaillent, etc. Et puis il y en a qui sont complètement soumis à ça. Voilà, et du coup qui arrivent en échec scolaire parce que finalement leur cerveau là il fonctionne plus du tout. Moi j'en ai rencontré, c'est quand même impressionnant. La question de la soumission, elle est intéressante parce que est-ce que aussi toutes ces machines qui peuvent être très puissantes autour de nous, etc. Il faudrait pas qu'on arrive à être à une soumission par rapport à la machine aussi. Hein, c'est tout cet enjeu sociétal d'être contrôlé, dirigé, orienté par la machine aussi. Et ça, c'est un des vrais dangers aussi. Oui, c'est un danger. Et ça, je pense que ça parle beaucoup aux jeunes. D'être manipulé, moi je vois si j'aborde la question voilà des outils numériques et des addictions, et quand je leur dis l'addiction en fait c'est le cerveau qui décide, c'est plus vous. Et ça les perturbe un peu parce que, bon, surtout les ados, c'est un moment où ils veulent être, voilà, ils veulent s'autonomiser, ils veulent, donc leur dire qu'ils sont soumis, que c'est plus eux, c'est des arguments, je pense, qui les font réfléchir pour remettre les choses à leur place, quoi. Ah, mais c'est intéressant ça aussi. Je vais essayer de réfléchir sur ce sujet parce que je trouve que c'est un axe aussi qui peut être intéressant et qui peut les toucher, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense que ça les touche, voilà, de leur dire, ils ont envie de garder la main quand même. Hein, ça, c'est vrai. Ok. Ah, je crois que je t'ai perdu. Ah, ça avait coupé. C'est bon. Ah, ouais, ok. c'est bon. Mais moi, je t'entendais. Ah bon, je sais pas, ça s'est bloqué. Bien. Ok. Bon, mais merci beaucoup. En tout cas, je pense que là, on a matière déjà à faire des petits posts qui vont être sympas. De toute façon, je vais te les partager pour que tu puisses les voir et les valider avant que je publie tout ça. Mais bon, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci à toi. partager ce petit moment avec moi parce que c'est vraiment passionnant et voilà, j'essaie de transmettre là du coup un peu sur Insta toutes ces réflexions, toutes ces connaissances qu'on peut avoir un peu de terrain aussi et ce qu'en pensent les élèves pour justement pas subir tout ça et être acteur et réfléchir sur ces sujets qui sont ô combien importants et ô combien sociétaux. Donc, merci beaucoup d'avoir. Mais tu as dit le mot-clé, c'est acteur. C'est-à-dire que si on n'est que consommateur, il y a un risque. Et puis bon, là encore, on est resté focus sur l'apprentissage, mais voilà, il y a les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux. Enfin, ça pose énormément de questions. Et comme d'habitude, on lance un peu le truc et puis après on se dit tiens, peut-être on aurait dû quand même réfléchir un peu. Mais bon, en même temps, ça peut se faire par soi-même parce qu'il y a souvent un engouement au début, puis après peut-être que ça va. Après, Mais bon, après il y a des enjeux financiers, enfin il y a des enjeux qui nous dépassent aussi. Mais c'est bien que si les jeunes réfléchissent, moi je trouve ça plutôt rassurant parce que c'est eux qui prendront les décisions bientôt, donc. Et puis de voir aussi tout l'aspect positif que ça peut avoir pour nos métiers et pas avoir que l'aspect négatif. Moi, je vois quand même que ça me dégage du temps pour leur apporter du contenu qui soit intéressant, dans la création aussi du contenu. Tout ce qui est la classe inversée, enfin des choses, la classe en autonomie, etc. Ça me permet de leur créer des outils aussi qui soient intéressants pour eux et justement pour les rendre acteurs. Et c'est pas forcément les mettre devant une IA en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui n'ont pas encore fait tout à fait le pendant. C'est pas utiliser l'IA, c'est pas forcément l'utiliser en classe ou l'utiliser avec les élèves, c'est aussi utiliser pour eux, pour leur rendre à apprendre et sur tout cet aspect-là, c'est hyper intéressant et ça peut être bénéfique. Je t'entends plus trop. Tout à l'heure, par rapport au mouvement, voilà, pas avoir les mêmes exigences. Ouais, c'est bon. Changer nos exigences en fait et changer notre façon d'enseigner pour remobiliser leur cerveau et essayer de compenser aussi potentiellement les pertes qu'il peut y avoir avec l'IA. Donc voilà, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à nous. Moi, je trouve ça extraordinaire finalement d'être à ce moment aussi de changement social, sociétal, qui nous permet de repenser tout ça. Quand je te parlais des programmes tout à l'heure,
voilà, c'est repenser tout ça et enfin peut-être mettre vraiment les neurosciences justement au cœur des formations et de la manière d'enseigner pour nous-mêmes, hein, d'être formés à ça pour apporter le meilleur aux élèves. Donc si ça peut être un outil en plus pour nous aider à tout ça, ça serait très chouette. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Je pense qu'il faut le considérer comme un outil et revoir plus sa posture, en fait. Mais oui, ça demande du changement et le changement fait peur. Donc, ça bloque un peu. Mais c'est vrai que on a du retard avec les neurosciences et la pédagogie en France. Ça, c'est un comportement de notre cerveau aussi, le fait d'avoir peur du changement. C'est quelque Ah chose oui, qui oui, est... oui, 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 oui. Ben oui, parce que le changement, on ne sait pas où on va. Donc, notre cerveau est fait pour survivre. Donc, il est fait pour avoir peur du risque. Parce que pour rester en vie, il faut maîtriser son environnement. Donc oui, la peur du changement fait partie de nous et depuis longtemps. Mais c'est ce qui nous permet de survivre aussi. Sinon, on prendrait trop de risques et oui, perdu, mais vas-y. La peur du changement fait partie de nous parce que pour survivre, il faut se méfier, il faut avoir conscience des risques. Si on n'avait pas ça, on prendrait trop de risques et on n'aurait pas survécu jusque-là. Donc c'est normal d'avoir peur du changement. Mais c'est pour ça qu'il faut l'accompagner, qu'il faut éduquer, qu'il faut faire prendre conscience, qu'il faut mettre en place des choses pour accompagner. En fait, le changement, ça s'accompagne. Ça se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Allez hop, on change. Ça, c'est juste pas possible. Donc, Mais là, ça s'accompagne. Le fait que ça a été très vite, finalement, cette révolution-là, elle a été en quelques mois. Je crois que c'est en l'espace de 3 mois, il y a eu 5 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, par exemple. Enfin, le fait que ça a été vraiment très, très vite. Est-ce que ça a pu faire quelque chose aussi, renforcer des peurs et quand c'est plus lent, est-ce que c'est plus facile à intégrer, peut-être? Je sais pas. Bah, c'est surtout, je pense que en étant plus lent, il y a une partie éducative qui n'a pas été faite. Et du coup, ça a généré soit je me jette dedans, c'est génial, soit des gens qui n'ont toujours pas osé y aller parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils savent pas, parce que du coup là, il y a même des peurs qui sont même pas fondées. Oui, pour moi, je pense que ça a été trop vite, qu'on a ouvert la porte trop rapidement, sans donner d'explication. Voilà. Et je dis, et moi je trouve qu'aujourd'hui c'est mal utilisé en plus, donc c'est dommage parce qu'on n'exploite pas le potentiel de l'IA qui effectivement a un potentiel, ça c'est certain, mais finalement on l'exploite pas parce que chercher un restaurant sur ChatGPT, ça n'a aucun sens et c'est en plus utiliser des ressources énergétiques. Il n'y a pas besoin, parce que les moteurs de recherche font très bien ça. Donc aussi, ils utilisent des ressources, mais 10 fois moins quand même. Donc c'est ça aussi d'être amené à réfléchir, qu'est-ce que je fais quand. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on fait aussi avec son propre cerveau. Hein. C'est-à-dire à quel moment je pousse mon cerveau à fond et à quel moment je lui permets de se ressourcer. Moi, je trouve qu'il y a des questions qu'on retrouve finalement un parallèle entre quand est-ce que j'utilise, quand est-ce que j'utilise pas. Et effectivement, à quel moment l'IA peut me permettre comment dire, de réduire peut-être la charge de mon cerveau et me permettre de le libérer pour d'autres choses. Tout ça est intéressant. L'interface, en fait, entre les deux est intéressante. Ouais, c'est ça. Bon, mais super. Super. Merci beaucoup. C'est Merci super à gentil. toi. Moi, j'essaie d'être dans la pédagogie, du coup, et de transmettre tous ces questionnements, en fait, via les réseaux pour essayer de faire bouger un peu tout ça et que tout le monde puisse y trouver son compte et avancer avec ces outils qui sont là à portée de main et en tirer le meilleur, en tout cas. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir contribué à ce dialogue. Merci à toi. Karine, à bientôt. À bientôt.